Il y a un siècle, les montagnes formaient les derniers territoires sauvages de notre pays. Les montagnards y vivaient en autarcie, oubliés de tous. L'hiver, ils s'étonnaient d'apercevoir parfois quelques riches citadins venus dans leur vallée inventer les premiers sports de glisse. Après-guerre, la politique nationale de grands travaux allait moderniser ces espaces si paisibles et pousser les paysans vers un avenir dont ils ne voulaient pas. Les ingénieurs des ponts et chaussées colonisaient leurs vallées, noyaient leurs villages, installaient d'impensables téléphériques et même perçaient le Mont Blanc. À partir des années 50, de grands sportifs apportèrent aux montagnards une reconnaissance attendue. Avec leurs médailles, ils réussirent à faire aimer la montagne aux Français. Après ces conquêtes sportives, vint le temps des promoteurs. Soutenus par le pouvoir gaulliste, ils bâtirent dans les plus belles vallées de gigantesques stations de sports d'hiver. Le ski devenait un phénomène de société et la vie des montagnards changeait à tout jamais. Il aura fallu un siècle pour conquérir le dernier espace sauvage de notre pays. Et voici enfin rassemblée la grande histoire des Alpes. Dans la première moitié du XXe siècle, les Alpes étaient ignorées des Français. Les hautes vallées alpines étaient des déserts peuplés de quelques montagnards dont l'existence n'avait pas changé depuis des siècles. Les instituteurs expliquaient aux enfants que nos montagnes étaient d'infranchissables barrières de roches, une frontière qui nous séparait des voisins italiens ou suisses. À Paris, les politiques ne s'intéressaient pas à ce territoire, sans grandes ressources et seulement occupé par moins de 1% de la population française. Les montagnards vivaient à l'écart du pays. Ils subissaient les chutes de neige comme un fléau qui rallongeait leurs interminables hivers et paralysait les villages d'altitude. Pour survivre les mois de froid coupés du monde, ils devaient être autonomes et posséder les provisions nécessaires pour nourrir leurs familles et les bêtes. Ils vivaient à la merci du climat, usés par les efforts. En montagne, sans aucune mécanisation, tout était plus dur, plus pénible qu'en plaine. La condition de la femme, elle était dure, très dure. Et ce qu'elles avaient peur, c'est surtout de prendre froid. Il y avait une grande terreur du froid. Et c'est ce qui arrivait parce qu'elles avaient toujours le linge à la fontaine à l'eau froide. Et souvent, elles attrapaient des rhumes. Et les femmes ne se plaignaient pas. L'animal avait une très grosse part dans la vie de la ferme, hein. C'était la vie. Et puis ils avaient chaud, et puis c'était comme ça. La maison étant très ancienne, il n'y avait pas de chambre dans cette maison, donc on se logeait à l'écurie. Les hommes, ils faisaient leur travail, c'est-à-dire le travail des champs, tout ça, mais en dehors de ça, ils ne faisaient rien à la maison. Donc la femme, il fallait qu'elle fasse la cuisine, le lavage, s'occuper des enfants, dans les bidons, porter la nourriture au père de famille qui était au champ, traire les vaches, faire le beurre. Elle descendait le mercredi à Briançon avec le petit panier en bois pour vendre leurs produits, parce qu'il fallait quand même rentrer un peu d'argent pour payer le café, le sel, le sucre, les produits de première nécessité. Et puis un petit peu d'économie pour se soigner, parce qu'il n'y avait pas de médecin.
Déjà, quand elle tombait enceinte, c'était déjà un pied dans la tombe, on disait, hein, parce que quand elle faisait venir le médecin ou qu'elle descendait à l'hôpital, c'était souvent trop tard. Elle mourait très jeune. Mes grands-mères sont mortes très jeunes. Ben, à l'époque, du confort, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité et pas de sanitaire. C'est sûr que le confort était pratiquement nul. Les récoltes, c'était surtout du seigle d'automne. Il le semait au mois d'août pour le récolter l'année d'après au mois de juillet. Et ce sel, il s'en servait pour faire de la farine et faire du pain, qui était cuit au village de Servières. 1 ou 2 fois ou 3 fois par an. C'était des gens qui travaillaient beaucoup, hein, qui prenaient peu de temps pour les loisirs, hein, parce qu'ils avaient la peur du mauvais temps. Comme tout était fait à la main, il fallait ramasser le foin le plus rapidement possible, hein. Du foin mouillé, il est moins bon, et puis ça donne une charge de travail supplémentaire aussi. Leur existence ne tenait qu'à l'abondance et à la qualité du foin coupé à la faux l'été. Pour survivre l'hiver, les montagnards devaient remplir les granges de ces lourds ballots portés à dos d'homme avant les orages d'août. À l'époque, on les voyait pas trop. Je veux pas dire qu'ils fuyaient les étrangers, quoi, hein, mais bon, ils se mettaient pas en avant, hein. J'ai souffert en pension chez des religieux, j'ai souffert de la moquerie de certaines par rapport à notre village qui était assez mal coté. Parce qu'on disait qu'on n'était pas propre, qu'on était avare, qu'on mettait tous les sous dans la gamelle, qu'on ne savait pas vivre. Les paysans vivaient en marge et ignoraient tout de la vie des citadins. Ceux de la vallée de Chamonix apercevaient quelques vacanciers fortunés venir l'été, admirer le Mont Blanc et les glaciers qui surplombent la ville. Cet univers restait un monde inconnu pour les montagnards. Peu leur importaient ces grands hôtels luxueux où de toutes les façons, ils ne mettraient jamais les pieds. Seuls quelques rares aventuriers se lançaient alors à la conquête du Mont Blanc. En 1907, pour la première fois, un groupe de scientifiques emportait avec eux une caméra dans sa course vers le toit de l'Europe. Savaient-ils que les images qu'ils tourneraient sur le Mont Blanc allaient stupéfier les spectateurs de l'époque ? Ces alpinistes sur les hautes pentes s'habillaient comme à la ville, les femmes en chapeau à voilettes et avec de longues jupes, et les hommes en gilets de flanelle. Pour les aider à franchir les plus larges crevasses, leur guide avait hissé depuis la vallée de lourdes échelles de bois. Ces premiers alpinistes découvraient les glaciers et leurs dangers, et profitaient de la beauté de ces paysages uniques. Grimper au sommet du Mont Blanc à l'époque était une folie et un émerveillement. Ils avaient emporté avec eux des instruments de mesure de la pression atmosphérique. Atteindre 4809 mètres d'altitude était exceptionnel à cette époque. Aucun avion n'avait encore décollé à plus de 20 mètres au-dessus du plancher des vaches. Avec ce petit film, pour la première fois, les Français découvrirent le paysage aperçu depuis le sommet du Mont Blanc.
Les montagnards et les citadins vivaient dans deux mondes qui s'ignoraient. Les premiers contacts eurent lieu dans les années 20, lorsque quelques rares Parisiens se piquèrent d'aimer la neige. Les compagnies de chemin de fer les conduisaient dans les vallées où ils rejoignaient les premières petites stations de sport d'hiver. C'est la baronne de Rothschild qui eut la première l'idée d'inviter ses amis aristocrates et grands bourgeois à jouer avec la neige. À Megève, ce public de privilégiés se retrouvait avec son snobisme et ses manières venues de la capitale. Dans l'insouciance de l'entre-deux-guerres, ces citadins inventaient un entre-soi fait d'épreuves sportives et de parties de rigolade sur les pentes douces, au pied des montagnes. Glisser était d'un chic. Les montagnards les observaient et comprenaient que les citadins étaient prêts à dépenser de l'argent pour s'amuser l'hiver dans leurs montagnes. Les plus entreprenants s'endettaient même et installaient dans les années 30 les premiers tire-fesses sur leur terrain. En dehors de l'agitation, dans de rares stations touristiques, le temps restait figé dans les Alpes. Enfin, jusqu'à ce maudit jour de septembre 1939, où sur les portes des mairies de France apparut une terrible affiche. Je me souviens quand les cloches ont sonné, la déclaration de guerre, quoi. Mais je me souviens bien quand mon père est parti, il a été mobilisé, quoi. Et chaque homme a reçu sa feuille de route. Mais ils avaient été affectés dans les forts alentours. En 1940, on réquisitionnait toutes les bêtes de somme qui étaient capables de travailler. C'était l'armée qui les réquisitionnait. Alors, il restait au village que les femmes, les enfants, et puis les bêtes qui n'étaient pas très capables à travailler, quoi, qui étaient médiocres. La guerre a posé des gros problèmes pour l'agriculture. Les montagnards répondent comme un seul homme à la mobilisation générale. Pendant les entraînements, ils chaussent leurs skis en préparation des batailles dans la neige. Ils crapahutent dans leurs montagnes et se demandent s'ils reviendront vivants de la guerre. Leur connaissance du terrain sera déterminante dans les affrontements à venir. Ils seront 185 000 Français à défendre les Alpes face à 600 000 soldats italiens. Ils gagneront des combats, mais n'empêcheront pas l'armée allemande de déferler sur le reste du pays, ni Mussolini de gagner la bataille des Alpes. Le maréchal Pétain voit dans les Alpes un territoire idéal pour régénérer les jeunes par la nature et par le sport. En 1940, il crée le mouvement Jeunesse et Montagne, qu'il confie à 3 sous-officiers de l'armée de l'air. Plus de 12 000 gamins passent par ces camps, qui remplacent un temps le service militaire. Jeunesse et Montagne fait la promotion du ski de randonnée. L'élite de ces nouveaux skieurs, entraînée par le premier champion de la discipline, Émile Allais, s'installe dans la Tarentaise, au hameau de Courchevel. Son ambition est de tracer de grands itinéraires sportifs à travers les Alpes. En 1943,
Vichy instaure le service du travail obligatoire. Une large partie de ces jeunes montagnards refusent de partir en Allemagne. Ils quittent Jeunesse et Montagne et rejoignent les maquis des Alpes. Depuis le plateau des Glières ou le massif du Vercors qui regroupe 4000 maquisards, ces résistants vont mener un temps des combats glorieux contre les nazis. Mais fin juillet 1944, 10 000 soldats allemands déciment les combattants du Vercors, incendient le village martyr de Vassieux et massacrent ses habitants. Le 15 août 1944, les troupes coloniales débarquent en Provence et remontent vers le nord. Elles atteignent vite les Hautes-Alpes. Pour ralentir leur progression, les Allemands incendient le petit village de Servières. Ceux qui avaient fait la guerre de 14, ils avaient peur. Hein. Moi, je n'avais pas peur, je ne sais pas pourquoi. Je me promenais, lorsque Servières a brûlé, j'ai vu le premier obus qui a mis le feu au village. Après, je suis parti à la maison. Mon père avait peur. Ma mère m'a accompagné. On est descendu à Servières pour sauver encore quelques objets dans la maison. Mais on n'a pas sauvé grand-chose, quoi. En août, on entend enfin les notes joyeuses de la libération sonner de vallée en vallée. Depuis 4 ans, le pas lourd des armées italiennes puis allemandes ont battu le pavé dans les rues de Grenoble, Annecy, Chambéry, Gap. Les montagnards espèrent qu'après les jeeps américaines, la sécurité et la liberté reviendront enfin. Ils ignorent encore que la vie d'avant est perdue pour toujours et qu'un nouveau destin va s'écrire dans leurs montagnes. La reconstruction du pays débute. Et pour la première fois de l'histoire, à Paris, le gouvernement s'intéresse à nos montagnes et décide de leur bâtir un destin industriel. Les ingénieurs veulent domestiquer les torrents parce qu'ils emportent avec eux la puissance des glaciers d'altitude. Ce qu'il faut, c'est aménager en France un réseau hydroélectrique qui permettra d'entrevoir avec confiance l'avenir du pays. Dans ce sens, un effort considérable est mis en œuvre. 60 aménagements nouveaux sont en construction. Il faut qu'en 1951, la France puisse disposer de 40 milliards de kilowattheures. Tout renoncement dans cette voie équivaudrait à une déchéance. Que 1951 marque le retour de la France au rang des nations fortes. Le plus grand barrage d'Europe sera construit en Savoie. Ici, dans cette magnifique vallée millénaire, la compagnie d'État Électricité de France va noyer le village de Tignes au nom du progrès et de la puissance nationale. L'arrivée de la modernité va détruire la vie des Tignards qui vivaient simplement, depuis des siècles, dans leur vallée. Pour ces 400 villageois, l'après-guerre semble pire que la guerre. C'est pas demain la veille qu'ils mettront l'eau, t'en fais pas. Enfin, quoi qu'il advienne, nous ne partirons pas. On se laissera couler au fond de l'eau. Donc, t'as vu, il y a encore par là le fameux qui vient pour acheter, hein? Eh ben oui, il faudrait bien trouver un moyen pour pas qu'ils nous viennent nous ennuyer, là. Le mieux de tout, ça serait de le faire disparaître purement et simplement, ce gars-là. Après tout, qu'est-ce qu'on risque? Ils veulent nous sortir de chez nous. Il y en a marre de ces trucs-là. Leurs procédés sont plus ou moins honnêtes. Les travaux du barrage débutent dès 1946. Un premier malheur s'abat sur les villageois quand les ouvriers détournent la rivière et pulvérisent le pont qui les reliait aux vallées voisines. Le chantier grossit rapidement. Les Tignards voient arriver d'incroyables engins venus en cargo des États-Unis. Jamais la vallée, et ni même les Alpes, n'ont connu une pareille activité. La nouvelle des travaux traverse la frontière. Des dizaines d'Italiens franchissent les cols enneigés et viennent avec femmes et enfants pour travailler sur le chantier du barrage de Tignes.
On les appelle les macaronis, les tranches napolitaines. Mais ils sont accueillis à bras ouverts, parce que la France a besoin d'eux. Rapidement régularisés, ils sont conduits jusqu'au chantier du barrage. Pour loger les ouvriers, EDF a construit 2 lotissements, éphémères baraques de planches. Ils ont embauché des cuisiniers, installé des cantines et des réfectoires. Dans la vallée, en prévision des accidents, on a même agrandi l'hôpital. Il y aura bientôt 5000 ouvriers sur le chantier, 10 fois plus que le nombre d'habitants du village. Le béton arrive par trains spéciaux, depuis des cimenteries installées en Ardèche. Les ouvriers vont en couler 150 000 tonnes. Le barrage, une fois terminé, mesurera 180 mètres de hauteur. Les habitants de Tignes se battront pour leur village. Ils iront même à Paris supplier le président du conseil. Mais rien ne pourra stopper les bulldozers de la fée électricité. Ils sont pas au bout de leur peine. Du reste, les ingénieurs eux-mêmes, chaque fois qu'ils viennent ici, ils ne partent pas toujours les mains vides. Ils sont bien contents d'apporter quelques kilos de gruyère quand ils peuvent en trouver. C'est pas les kilowatts qui leur remplissent le ventre. Ils auront du fil à retordre avec les tignards. Ils demanderont l'autorisation de faire un barrage quand il sera fait. J'ai le souvenir des CRS, des moments de bagarre avec les gens du village. Ils avaient pendu en effigie les pantins des responsables d'EDF et de l'État, enfin tous les gens qui ne plaisaient pas aux Tignards à l'époque dans ce conflit-là. Et tu réveillais le matin avec ces 3 mannequins pendus sur la place du village. Ça, c'est aussi une image qui m'est restée. Dans un geste désespéré, le maire et le curé refuseront de céder les clés de la mairie et de l'église aux déménageurs. Alors le préfet fera appel aux CRS, qui forceront les portes et évacueront les archives de la mairie, puis le cœur de l'église. Il y a une chose qui est simple, hein. Il faut lutter jusqu'au bout. Hein? Si on était assez fort, ce serait la guerre. Après tout, ils se fichent de nous. C'est ce que le président Bidault nous avait dit, qu'il reconsidérait le projet si les habitants n'étaient pas d'accord pour être noyés. L'hiver 1952, après 6 années de travaux et de vaines résistances, la cloche de l'église de Tignes sonnera pour la dernière fois. Quand effectivement les cloches ont été descendues du clocher, j'étais devant le clocher, peut-être avec mon frère ou en tout cas avec un autre Tignard, et on regardait ça. Je me souviens à l'époque avec l'idée de se dire « ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule ». Voilà les quelques rares images qui me restent puisque on est parti, j'avais 5 ans. Une partie des Tignards s'installeront dans les villages des vallées voisines. Mais beaucoup quitteront la montagne pour rejoindre les villes et changer définitivement de vie. Les Tignards sont partis au printemps 52 et au printemps 52, les vannes étaient fermées, l'eau montait. Les frères, pourquoi la souffrance? Pourquoi nous avons-nous tant à souffrir en ce moment? Mais rappelons-nous qu'il n'y a pas de justice en ce monde. Dieu exerce sa miséricorde sur nous maintenant. J'ai le sentiment et le souvenir de vivre une jeunesse dans un milieu familial et humain complètement désorienté, qui n'a pas compris ce qui lui arrivait. Je pense très clairement que la grande majorité des Tignards n'ont pas compris ce qui arrivait, n'ont pas compris ce qui leur tombait sur le nez. Voilà. Et je pense qu'il y a eu une telle disproportion entre effectivement le projet de l'État et la vie et la mentalité, l'état d'esprit des Tignards,
que ce qui leur retombait dessus, c'était incompréhensible. J'ai souvent le souvenir on m'appelait El Tignard, c'était une hostilité. Hein. Parce que c'est étrange, mais les gens dans la vallée ont gardé l'idée qu'un était Tignard, on avait du pognon, on avait touché le pactole. Révèle-toi au beau pays de Tignes, car pour dans notre misère, on chante encore. Mais les gens qui pleurent, est-ce que ça s'enregistre? Ça remplacerait l'eau en bouteille si on pouvait enregistrer les larmes des Tignards depuis 48 heures. Tu ne périras pas. La liberté pour les Tignards, c'est les bulldozers à minuit qui saccagent les propriétés. La liberté, ce sont les CRS qui sont à la porte de la mairie. La liberté, ce sont nos morts qu'on déplace et que l'on met dans une chapelle improvisée. La liberté, c'est de mettre des gens à la porte, des pères de 11 gosses et une femme enceinte avec 1 million. Nous, voyez-vous, la liberté, ce sont nos écuries, nous, la liberté, avec nos vaches, notre fumier à la porte. La liberté, c'est pas uniquement le bien-être, c'est de la façon de vivre. Depuis ces années 50, les barrages alpins alimentent le pays en électricité. La France, toujours meurtrie par la défaite de 1940 et l'occupation, a autant besoin de béton que de fierté pour se reconstruire. Et d'une façon que personne n'attend, la gloire nationale reviendra grâce à un alpiniste. Un Parisien de 31 ans, résistant, diplômé de HEC, Maurice Herzog. Il a convaincu les meilleurs guides professionnels de Chamonix de l'aider à conquérir un sommet dans l'Himalaya, du jamais vu. Début avril, avec ses 8 acolytes, ils quittent la France pour le Népal. Ils partent pour braver la souffrance et la mort et planter le drapeau français sur l'une des plus hautes montagnes de la planète. 4 mois après leur départ, début juillet 1950, leur avion attendu par toute la presse ramène l'expédition à Orly. 5 minutes et avec 25 minutes d'avance, l'avion, le Constellation qui vient d'Indochine, vient d'atterrir sur cet aéroport. Voici un des membres de l'expédition. Les 2 pieds de ce garçon, c'est la chenale, sont entourés de pansements. Voici Maurice Herzog qui a la main droite complètement entourée de pansements et les 2 pieds. Maurice Herzog est porté par Ishak et par un autre de ses camarades. Je m'approche de lui en ce moment. Bonjour Maurice, comment vas-tu ma pauvre vieille? Ça va mon fils? Bonjour Maurice, dis-moi quelques mots, comment vas-tu? Je vais très bien, mais... À la sortie de l'avion, c'est la stupéfaction. Maurice Herzog et le guide Louis Lachenal ressemblent à des soldats blessés au front. Mais ils sont victorieux. Ils ont conquis l'Annapurna, le premier sommet de plus de 8000 mètres gravi par l'homme. Dans son lit d'hôpital, le guide Louis Lachenal se rend compte de la valeur de son exploit. Le journal Paris Match publie le récit de l'expédition. Ses ventes s'envolent. 400 000 exemplaires à la place des 40 000 habituels. C'est un triomphe. Dans le journal, les Français lisent que Jean Oudot, le médecin de l'expédition, les a amputés de leurs doigts et de leurs orteils gelés, sans anesthésie. Ils restent hospitalisés pendant près de 2 ans. Ils ont survécu un peu par miracle. C'est sûr que ça a ajouté au côté dramatique de l'affaire. C'est sûr qu'ils étaient montés au sommet et redescendus tranquillement, sans le mauvais temps, sans gelure, ça aurait moins ému les populations. Mais je pense qu'ils auraient préféré garder leurs orteils. La France sortait de la guerre dans laquelle elle avait été humiliée pendant longtemps et avait besoin de preuves qu'on était toujours un grand peuple, disons. Et cette victoire sur l'Annapurna est tombée à pic pour justement combler ce besoin des Français de croire en eux. L'avant-première du film de l'expédition fait un tabac et il sera une extraordinaire réussite commerciale. Victoire sur l'Annapurna
triomphe au printemps 1953. Dans toutes les salles de cinéma du pays, des millions de Français viennent découvrir les images de l'exploit dont la presse a tant parlé. Sur la montagne, recouverte de neige fraîche, nous cherchons anxieusement quelques traces. Mais oui, au milieu de la pente, ce sont bien 4 points, 4 hommes, puis d'autres. Tous nos camarades sont saufs. Nos Sherpas rassemblent le matériel de secours et partent à leur rencontre. Nous les suivons. Le premier qui s'avance vers nous, au sommet du cône d'avalanche, est Maurice Herzog. Il marche très droit, comme un automate. Son visage est ravagé par la fatigue. On devine que sans sa volonté de faire, il serait couché depuis longtemps dans la neige, renonçant à lutter. Ces premiers mots sont pour nous dire: on vous rapporte une belle victoire. Nous avons fait l'Annapurna, Lachenal et moi, avant-hier, mais j'ai les pieds et les mains gelés. Puis vient Lachenal. Un bandeau couvre ses yeux douloureux. Lui aussi a les pieds gelés. 2 Sherpas le soutiennent. Nous lui retirons sa corde, tandis que la neige continue de tomber avec violence. En phrases hachées, les vainqueurs de l'Annapurna nous racontent le calvaire de ces 3 journées, leurs vains efforts dans la tempête pour retrouver le camp 4, le bivouac dans une crevasse, le froid terrible, l'avalanche qui les recouvrit, et au moment où tout espoir semblait perdu, l'éclaircie inespérée qui permit à Schatz de les apercevoir et qui les sauva. Herzog et Lachenal ont bravé la mort, transcendé leur douleur pour rapporter à la France une grande première. Le pays les adule. Vincent Auriol, le président de la République, les reçoit à l'Élysée. Je suis bouleversé par ce film, par ce spectacle, par votre héroïsme. Le récit de l'expédition signé de Maurice Herzog devient un best-seller, vendu à 15 millions d'exemplaires et traduit en 40 langues. La gloire d'Herzog sort la montagne de l'oubli. Les Français vont rêver à leur tour de conquérir dans les hauteurs des paillettes de gloire et de liberté. De grimper vers les sommets pour saluer les vierges esselées qui depuis des décennies contemplaient seules les hautes cimes. Les guides de l'Annapurna, Gaston Rebufat, Louis Lachenal et Lionel Terray, fascinent toute une génération d'alpinistes amateurs. Ils deviennent les ambassadeurs des Alpes. Lionel Terray se baptise le conquérant de l'inutile et enchaîne les records. Terray et Lachenal, c'était vraiment les 2 premières vedettes de la nouvelle vague. Terray, lui, est retourné, il a fait quand même de très nombreuses conquêtes dans l'Himalaya. Terray était un excellent skieur, beaucoup plus que Gaston. Gaston n'a jamais apprécié l'Himalaya. C'était pas son truc. Autant il était merveilleux dans le massif ici, mais c'était pas pour lui et il n'est jamais retourné à l'Himalaya. Gaston avait beaucoup grimpé au Calanque, mais déjà à cette époque, il cherchait toujours les camps spectaculaires et puis ensuite de donner toujours une histoire de l'escalade qui tienne debout. Terray, lui, était le plus sportif et le plus rustique, disons, des 2. Il est même le premier en 1952 à descendre le Mont Blanc à ski depuis son sommet. J'évite de prendre des risques inutiles, mais en alpinisme, il y a toujours un certain pourcentage de risques qu'on ne peut pas éliminer complètement.
Dans certains cas, on a peur, j'ai peur. Je crois que tous les alpinistes ont peur, sauf peut-être quelques-uns qui sont particulièrement primitifs de mentalité. Avec Gaston Rebuffa, ces hommes ont transmis au monde l'impression particulière de pouvoir dompter la pesanteur, de danser au-dessus du vide. Tous ceux qui revenaient de l'Annapurna, Terrel, Lachenal, c'était un peu les figures de proue de la vallée à ce moment-là. C'est une époque où les gens étaient plutôt attirés par les sommets, par la montagne. Et ça a duré pendant une dizaine, une quinzaine d'années comme ça. Les montagnes comme le Grépon ou le Cervin ou d'autres étaient vraiment recherchées par les touristes montagnards. J'ai baigné toute ma jeunesse dans le métier de guide. Mon père revenait de montagne avec des cordes et tout. Il parlait des accidents. Il faisait des sauvetages aussi pas mal à l'époque. Et comme j'aimais bien grimper, du coup, c'est devenu normalement le métier d'aspirant guide et guide. Avec mon père, je savais en gros les endroits dangereux du massif. À 17 ans, j'ai fait le Mont Blanc avec des clients, sous couvert d'un guide de la vallée, un ancien. Je n'avais pas dépassé les environs du glacier des Bossons. Hein. Mais le bureau des guides, il m'avait dit va au Mont Blanc, comme ça. J'ai dit, mais j'ai jamais fait. Ah, ben ça me débrouillera. Ce qui est plus permis maintenant. Pour le métier de guide, personne n'a fait fortune, à part quelques-uns qui faisaient des films ou des livres. Mais sinon, personne n'a fait fortune. Hein. Il fallait se bagarrer. Hein. C'est-à-dire, c'était un peu l'autarcie. On se chauffait l'hiver au bois que les parents faisaient. Et l'été, c'était pas facile non plus. Hein. Mais sortir dans la vallée, c'est une liberté. Hein. Monter, c'est déjà la liberté. Hein. La notoriété des grands alpinistes fait comprendre aux montagnards que leur sommet représente une richesse unique, susceptible d'attirer en nombre les touristes. La ville de Chamonix décide de valoriser sa proximité avec le Mont Blanc. Elle entreprend de construire le plus haut téléphérique du monde, capable d'emmener sans effort et sans risque de simples promeneurs à 3850 mètres d'altitude. Pour lancer le chantier, une trentaine de guides aidés de quelques militaires installent un filin de 3 km de long sur la face nord de l'aiguille du Midi. L'entreprise est périlleuse. L'ascension durera 1 semaine. Risquer sa vie est le quotidien de ces hommes, leur gagne-pain. C'est un métier exceptionnel. Sans eux, la montagne serait restée un territoire inconnu. L'État a promis que si le câble résistait tout l'hiver, il financerait au printemps le projet de téléphérique. Les montagnes sortent peu à peu de leur isolement. Grâce au service de l'équipement, les villages ne sont plus bloqués l'hiver. Une route couronne le barrage de Tignes, qui est enfin terminé. La vie change jusque dans les villages les plus reculés. Dans ces années 50, la Plagne est encore une petite cité minière où des ouvriers creusent la montagne à la recherche de minerais de plomb et d'argent. La route entre le village et la mine, qui est déneigée pour permettre le passage des camions, reste libre de trafic les jours de repos. Une formidable piste tracée entre les talus et les arbres.
Ils bricolent avec les matériels de la mine des bobsleighs lourds et rapides. Et les dimanches d'hiver, organisent des compétitions qui mobilisent le village et la presse locale. Les plaisirs de la neige ne sont plus réservés aux seuls privilégiés du Megève des années 20. Les ouvriers s'amusent à leur tour. La glisse devient un loisir que goûtent peu à peu toutes les classes sociales. À Chamonix, à la fin de l'hiver 1952, le premier câble du téléphérique a tenu. Les guides l'ont retrouvé après bien des efforts sous des mètres de neige. L'État tient sa promesse et débloque un prêt de 220 millions de francs pour lancer les travaux. À cette altitude, ils ne sont possibles que 7 mois sur 12. Une centaine d'ouvriers est recrutée à Chamonix en Italie. Dans la vallée, on les appelle avec respect les araignées du ciel. Ces pionniers vont battre des records. Travailler 400 heures par mois, 13 heures par jour, 7 jours sur 7. Les sacs de béton de 50 kilos arrivent souvent crevés et à moitié vides sur le chantier. Pour couler le béton, ils font fondre la neige. Quand la température descend en dessous de -30, quand le métal casse, quand les mains collent aux manches des pelles, le travail s'interrompt. Ces hommes ne descendent dans la vallée qu'un dimanche par mois. Huit d'entre eux décèdent sur le chantier, foudroyés, électrocutés ou précipités dans le vide. Le téléphérique est achevé en juillet 1955, après 3 ans de travaux titanesques. Le président du Conseil Edgar Faure déclare « C'est l'une des plus prestigieuses réalisations de la France depuis la guerre. L'ouvrage est 5 fois champion du monde, premier en puissance, en altitude, en capacité, en vitesse et en portée. Et quand on parle de record, on invite à l'inauguration Maurice Herzog et Louis Lachenal, les héros de l'Annapurna. En ce milieu des années 50, la montagne française est la mieux équipée de la planète. De là-haut, sur la plateforme du téléphérique, les neiges éternelles sont désormais accessibles à tous. Pour autant, la montagne n'est pas domptée. L'hiver suivant, Louis Lachenal entreprend la descente à ski depuis l'aiguille du Midi. Le grand skieur se lance un jour de blizzard, sans visibilité. Passé les premiers virages, il disparaît dans une crevasse qui s'ouvre sous ses skis. Il meurt sur le coup, la nuque brisée. Il avait 34 ans. La montagne perd un de ses grands héros.
Ces obsèques rassemblent à Chamonix les guides suisses et italiens venus de toutes les vallées alentours. Les Alpes s'inscrivent par le drame dans le roman national. Les Français découvrent que leur sommet porte autant la mort que la gloire. En décembre 1956, alors que le pays célèbre Noël, une terrible agonie, celle de Jean Vincendon et François-Henri, partis à l'ascension du Mont Blanc, bouleverse les Français. C'est un drame terrible. Les deux alpinistes sont deux jeunes citadins d'à peine plus de 20 ans. Sous le sommet, ils sont bloqués par la neige, épuisés dans un froid polaire. Avec mon père, on avait suivi les cordées qui essayaient d'y aller du côté français et qui ne sont pas arrivés à cause des temps épouvantables. Mais on avait suivi les cordées jusqu'au Grand Mulet. Il y avait d'ailleurs Lionel Terray. Mais il s'est vite rendu compte, en allant au Grand Mulet, que c'était très difficile d'atteindre le Mont Blanc. C'est-à-dire, devant la difficulté, il a renoncé aussi. Hein. On l'a vu redescendre à la jumelle, comme tout le monde. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que les guides ont fait les sauvetages à dos d'homme pendant 2 siècles. Les sauvetages étaient seulement fournis par les guides de Chamonix. Les guides échouent à les secourir. Alors les militaires interviennent à leur tour et envoient un hélicoptère pour les sauver. C'est un Sikorsky, un appareil américain conçu pour la lutte anti-sous-marine dont les équipages ne sont pas formés à la haute montagne. Le pilote de l'hélicoptère brise son rotor à quelques mètres des deux naufragés. L'équipage, miraculeusement indemne, retrouve Vincendon et Henri assis à même le glacier par moins 30 degrés. Un terrible rictus fige le visage congelé de Vincendon. Les sauveteurs les installent dans la carlingue de l'épave et leur promettent de revenir bientôt. En fait, ils les abandonnent. Parce que le mauvais temps empêche un autre sauvetage. Et ils mourront après 10 jours de lutte contre le froid et l'épuisement. La montagne, c'est toujours un terrain très dangereux. Ça paraît tellement gratuit, de façon d'aller se risquer sa vie, que ça fascine. Il y a une fascination pour les gens qui ne comprennent pas vraiment. Qui fait qu'il y a eu toujours un renouvellement de l'intérêt vers la montagne. La vision de leur corps gelé, descendu 3 mois plus tard sous les yeux de leur famille, provoque la stupeur. Après ce drame qui a ému tout le pays, l'État retire aux guides la dangereuse charge du sauvetage et professionnalise les secours confiés au peloton de gendarmerie de haute montagne. Qui eût pu penser que la Chenal serait sur cette plaque un jour? Le vainqueur de l'Annapurna en 50. Une petite seconde d'inattention, une crevasse, ça y est. Le plus grand destin se termine. À Chamonix, le cimetière raconte, pour qui sait le lire, le sacrifice des héros de nos montagnes. Frison Roche, guide écrivain, auteur du célèbre roman Premier de cordée, connaissait l'histoire de tous ces hommes décédés sur les sommets. Il y en a des blocs de pierre dans ce cimetière. Alfred Coutéaudru, ça c'est ma jeunesse, oui. C'était mon maître. Et Léon Paillot, au Grand Mulet, dans une avalanche, en 38. André Cachat, Michel Paillot, et là Jean Ravanel et Gilbert Ravanel à l'Aiguille de Roc. Le père et le fils, en 45. Encore d'autres. Et Michel Cros, le meilleur d'entre nous, le vainqueur du Cervin en 65 avec le Wimper. Mais il n'est pas triste ce cimetière, moi je l'aime bien. On a le Mont Blanc, on a les aiguilles, on entend le chant des cascades. Au fond, c'est un cimetière de montagnards, et comme les cimetières de marins, ils ne sont jamais tristes. On vient au contraire peut-être y puiser des forces. À la fin des années 50, les montagnards vont à nouveau vivre l'impensable. Le gigantesque massif du Mont Blanc, cet emblème des Alpes, entrave désormais la construction européenne.
Les rares tunnels ferroviaires qui nous relient à l'Italie ne suffisent plus. Pour se rendre à Rome depuis la France en voiture, il devient insupportable d'avoir à contourner les Alpes par la Côte d'Azur. Les politiques de nos deux pays ont décidé qu'il fallait percer les Alpes de part en part. En 1959, Italiens et Français lancent les travaux du tunnel sous le Mont Blanc. C'est un chantier colossal, un nouveau triomphe des ingénieurs. Les ouvriers attaquent la montagne à la dynamite et au marteau-piqueur. Il faut percer 11,6 km de granit. Pour rattraper les Italiens qui ont commencé à creuser les premiers, les Français inventent le jumbo, le nec plus ultra de la technologie à l'époque. Un pachyderme d'acier de 75 tonnes, équipé de 15 perforatrices. C'était un monstre. Un monstre. Et puis alors, quand il était en action, à l'avancement, un bruit infernal. Il y avait 3 étages, il devait avoir 15 ou 16 marteaux, et quand tout marchait à l'air comprimé, ça faisait un bruit infernal. Plus l'huile vaporisée, les gaz après que la volée soit tirée. Au moment de l'explosion, les ouvriers se retiraient à environ pour certains 100, d'autres 150 mètres. Les accidents, je ne dis pas qu'il y en avait tous les jours, mais souvent. Les accidents assez graves, et l'hôpital à Chamonix, il y avait du monde. Tous les tunnels, à ce moment-là, ils prévoyaient toujours 1 mort par kilomètre. Et ici, il y a eu 5 morts. Quand le tunnel passait à peu près à l'aplomb de l'aiguille du Midi, au bout de 4-5 km, il prévoyait du 35 degrés. Alors, il y avait de l'eau qui arrivait et qui était pulvérisée pour baisser un peu la température. Le forêt a dévié légèrement et ça a trouvé un culot où il y avait encore le détonateur et la poudre. 4 morts. En août 1962, après 3 ans d'efforts ininterrompus, les ouvriers français et italiens ont accompli l'exploit de percer le Mont Blanc. Je pense que le circuit téléphonique est toujours aussi bon pour vous permettre d'entendre le bruit extérieur et l'ambiance de la galerie quelques instants avant la dernière volée de pierre. Pour évidemment les mineurs, c'est un instant très émouvant et le compte à rebours va commencer. Je vois des bras qui se lèvent. On se croirait à Cap Canaveral, mais enfin, il ne s'agit pas ici d'une fusée, il s'agit d'un tunnel. Le compte à rebours est certainement commencé. Ça y est, je crois que nous y sommes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors là, je me rappelle comme si c'était hier. Là, c'est incroyable. Je ne sais pas comment. Je ne dis pas que j'en rêve la nuit. J'ai peut-être rêvé depuis peut-être 1 ou 2 fois. Ça a été le délire. Les Français ont été mieux reçus en Italie que les Italiens en France. Et là, en France, dans la nuit, ça chantait, les Italiens qui chantaient, qui avaient bu, il n'y avait peut-être pas que des Italiens. Cette nuit-là, ils étaient tous dans les bars à chanter, à Courmayeur ou autre, quoi. Et puis invités dans des maisons parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers italiens. Dès lors, depuis cette date du 19 juillet 1965, un flot continu de voitures traverse la frontière tous les jours. Le tunnel a ouvert la vallée de Chamonix et toute la Haute-Savoie au tourisme de masse.
Vous allez en vacances en Italie ou vous passez le tunnel pour le plaisir? Nous passons pour le plaisir. Simplement, nous faisons que l'aller-retour dans la journée. Et oui, et puis on va faire un petit tour, on va faire le Grand Saint-Bernard. Par curiosité. Pour éviter le col du Saint-Bernard, et puis on est venu à Chamonix pour faire l'ascension de l'aiguille du Midi. Les montagnards des Hautes-Vallées vont pour la première fois de leur histoire goûter à leur tour à la joyeuse insouciance des 30 Glorieuses qui se répand sur tout le pays. Au tournant des années 50, ils construisent des hôtels et transforment quelques villages en stations de sport d'hiver familiales. On peut dire que la station a commencé vraiment à démarrer en 1956. C'est effectivement une fois noyé que des tignards se sont pris par la main et se sont dit « Maintenant, il faut qu'on la fasse cette station parce que c'est notre seul moyen de survie ». Le résultat, c'est qu'on a construit des remontées mécaniques qui servaient à rien ou qui fonctionnaient mal. J'ai le souvenir de télécabines dont on démarrait la construction qu'on finissait jamais. Le démarrage de la station a été, entre guillemets, très brouillon. On n'a pas été aidé, on a fait ça comme on a pu. La station a pratiquement immédiatement démarré en difficulté financière. Les maires et les commerçants des villages savoyards souhaitent attirer les Français dans leur vallée pour qu'ils y dépensent l'argent des loisirs. Mais pour que les Parisiens se déplacent à la montagne, il faut y amener la modernité de la ville. Ils se laissent charmer par des bâtisseurs bien décidés à conquérir leur montagne. C'est le temps des promoteurs venus bétonner les vallées au nom d'une nouvelle industrie, le tourisme. J'ai acheté Tignes pour 1 franc du Conseil général de Savoie. Joseph Fontenay, 1 franc. Je te le donne. Tu te démerdes. Eux ont compris que les prairies d'altitude avaient autre chose à offrir que de l'herbe pour les brebis. Ils vont transformer les alpages en précieuses réserves foncières sur lesquelles ils vont tracer des pistes de ski, des remontées mécaniques et construire des immeubles comme à la ville. J'ai dit, bon, ok, je prends le pari, mais je ne veux pas m'enfoncer dans une aventure sans fin, puisque les prédécesseurs n'ont pas réussi. Je me donne 100 jours pour réussir. Chaque paysan avait son tire-fesse. Je dis, moi, je veux un contrôle foncier total et une maîtrise de tous les remontées mécaniques, etc. Donc, je vais d'abord faire signer tous les gens. J'ai fait propriétaire par propriétaire par propriétaire. Ma famille était propriétaire de pas mal d'alpages là où s'est construite la station. J'ai le souvenir d'une rencontre de Pierre Schneebelen avec mon oncle. Et il avait compris que Schneebelen était prêt à tout pour arriver à le décider. Et il s'est pris pour s'amuser à vouloir lui apprendre à traire les vaches. Et je revois Pierre Schneebelen en train de traire les vaches. Mais donc, finalement, au bout du compte, tout le monde a signé et tout le monde a accepté de vendre les terrains pour développer la station, parce que les tignards n'auraient pas compris qu'on résiste. Je leur disais, mais vous allez avoir 3 appartements, 2 appartements, une boutique pour vos enfants, etc. Bon, j'ai réussi à les convaincre. Quand on a ouvert la station, il y avait la queue partout. Et il y a eu la queue toute la saison. Et Tignes, enfin, on a gagné beaucoup d'argent la première saison, au lieu de faire faillite, comme tout le monde pensait. Le général de Gaulle les encourage. Le président de la République est aussi un bâtisseur, convaincu que le développement des sports d'hiver est une chance unique pour les Alpes. Le général de Gaulle a dit « il faut absolument que des gens comme toi développent la vallée. Il y a une possibilité de développer les Alpes en basant le développement sur le ski et, si possible, toute l'année. »
Dans les années 60, le gouvernement lance une stratégie d'aménagement de la montagne, le plan Neige. Il finance la construction des routes d'accès, offre aux promoteurs des possibilités d'emprunt jusqu'à 700 millions de francs. Des paysans sont expulsés. Une incroyable politique de colonisation de la montagne se met en place. Le développement de la station, l'aménagement de la station, c'était son affaire et il roulait sur tout ce qui l'encombrait. Ça a été pratiquement le maître absolu. La station s'est développée avec un promoteur, maître des choses et qui organise les choses exactement comme il veut. Pour chaque 5 lits que nous allons construire, on a créé un emploi. Nous avions comme objectif d'être la première destination de ski du monde en l'espace, à l'époque, je disais, en moins de 10 ans. Dans une ambiance de Far West, les promoteurs construisent une quinzaine de grandes stations sur des sites vierges au-delà de 1800 mètres d'altitude. Ce sera notamment Tignes, Flaine, Avoriaz, La Plagne, les Ménuires, Val Thorens, les Arcs. Les endettements sont vertigineux et les banquiers exigent des promoteurs qu'ils remplissent les nouvelles stations au plus vite. Rentabiliser les 300 000 lits qu'ils viennent de construire devient une priorité. Les années 60 seront une décennie extraordinaire pour les sports d'hiver. Des champions mythiques vont naître, de véritables idoles, autant adulés que les joueurs de football. Guy Périllat, Jean-Claude Killy, Christine et Marielle Guatchel, Léo Lacroix. C'est dans les années 62-64 qu'a démarré vraiment les grandes compétitions où la France s'est manifestée comme un grand pays alpin. Après, surtout les Jeux olympiques d'Innsbruck, où les sœurs Guatchel se sont révélées. Ça a été le grand boom du ski français en 64. Ensuite, ça a été 66, bien sûr. Alors, ça a été le record. La politique gaulliste confie à l'équipe de France de ski une fonction bien précise. Ils doivent, par leur victoire, accroître la notoriété en France et à l'étranger des nouvelles stations de ski, dont il faut impérativement assurer la rentabilité. L'équipe de France se doit de remporter toutes les victoires. « 16 médailles sur 24 au championnat du monde à Portillo, au Chili. En fin de saison d'hiver, il y avait la tournée américaine où nous passions 3 semaines de compétition. Et c'est là que, dans nos interviews avec les télévisions, les radios et les journalistes américains, on nous demandait toujours si on skiait en Suisse ou en Autriche. Ils ignoraient totalement qu'il y avait du ski en France et que nous avions des stations. Jean-Claude Killy, alias Toutoun, l'ami de Léo Lacroix, va devenir à 23 ans une idole mondiale. Le fameux Jean-Claude Killy. Il est baptisé par la presse le plus grand skieur de tous les temps. I'll show you. Grace. The word means Camaro. Camaro, the hugger. Jean-Claude Killy, lover of many things, including great automobiles. Puis ensuite, c'était la consécration avec Killy, bien sûr, à Grenoble, aux Jeux Olympiques qui avaient lieu en France en 68. En février,
Grenoble accueille les 10e Jeux olympiques d'hiver. Le pouvoir gaulliste s'est battu pour les obtenir. 1158 athlètes de 37 pays défilent à la cérémonie d'ouverture. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Léo Lacroix a été désigné pour prêter le serment olympique. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous nous présentons aux Jeux olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. Au moment d'allumer la flamme, les athlètes savent que leurs victoires peuvent aider la France à devenir la première destination mondiale de sport d'hiver. Le jour de la descente homme, l'épreuve reine des Jeux olympiques, Guy Périllat, champion olympique en 66 au Chili, part avec le dossard numéro 1. Il stupéfie le public par sa maîtrise des virages, la stabilité de son style. De Guy Périllat, 1 minute, 59 secondes, 93 centièmes. Les concurrents suivants s'élancent sans marge de sécurité pour tenter de le battre. Derrière Périllat, c'est l'hécatombe. Jean-Claude Killy, dossard numéro 14, se présente à son tour en haut de la piste de la Casse-Rousse. C'est la course de sa vie. Il calcule une trajectoire différente de Périllat. Il passe parfaitement rassemblé. Dans chaque bosse, il donne de la tête, du bras, du bâton et se bat avec la vitesse. À mi-course, il a le meilleur temps. Killy dit qu'il ressent le centième de seconde comme un musicien le quart de temps. Il perd quelques centièmes dans la seconde partie de la course. À l'arrivée, il devance Guy Périllat de 8 centièmes et décroche la première place. Toutoune et médaille d'or. Jean-Claude Killy, ça a été le deuxième à récolter 3 médailles d'or aux Jeux olympiques. 3 compétitions, 3 médailles. C'était retransmis dans le monde entier. Donc tout le monde a vu ça à la télévision, on a entendu parler à travers les médias, les radios, journaux. Et c'est là que véritablement, ça a été le grand boom des sports d'hiver, où tout le monde voulait se tester au ski, parce que finalement, c'était quand même un nouveau sport pour beaucoup de gens.
glisser sur de la neige, c'était tout à fait exceptionnel. Et je crois que ça a été véritablement le départ du boom du ski en France. C'est incroyable comme on a été sollicité justement dans nos stations réciproques, puisque finalement, on est tous plus ou moins issus de stations. Hein. Péria, c'était la Clusaz, Mauduit, c'était Méribel, Quilly, c'était Val d'Isère, moi, c'était les Menuires. Ça a été un engouement fantastique pour tous les gens de dire, tiens, on va rencontrer le champion local. C'était tout à fait exceptionnel pour nous. On en était assez fiers. Et puis, surtout, d'avoir participé au développement de toutes ces nouvelles stations qui sont créées en France. Après le ski, c'est le glamour de Quilly qui remporte toutes les médailles. Il fascine la jet set, qui se prend de passion pour les sports d'hiver. Allez, tout le monde, Bruce Allez, tout le monde. Les stars débarquent sur les pistes. Une nouvelle ère commence. Jean-Pierre Cassel, Sacha Distel, Eddie Barclay, Claude Brasseur, Brigitte Bardot s'amusent en altitude. Et le monde oublie les habitants des Hautes-Vallées, expulsés de leurs alpages. Tous les ans, entre le 1er juillet et le 14 juillet, Tignes était plein avec la jet set. Le roi d'Espagne, Giscard d'Estaing, les ministres français, les artistes, les acteurs. Pendant ces 15 jours, les boîtes de nuit étaient pleines à craquer. On avait le ski le matin et ensuite les gens allaient faire de l'alpinisme le jour avec des moniteurs. En tout cas, les gens étaient très, très occupés et on a lancé le golf le plus haut d'Europe. On avait à peu près 50 cours de tennis. Valéry Giscard d'Estaing n'est pas en reste. Il cultive sur les pistes de Courchevel son image de plus jeune président de la République de l'histoire de France. Il avait demandé à son moniteur de m'appeler de façon à ce que je lui fasse faire les 3 vallées. C'était pas évident, d'autant plus qu'on a eu un hélicoptère au-dessus de nos têtes pendant tout le circuit des 3 vallées. En plus, il y avait 4 CRS qui étaient des skieurs, qui leur demandaient de se retirer un peu. Ils disaient « J'ai Léo Lacroix avec moi, vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Dans les années 60, on comptait 100 000 skieurs. En 1970, ils sont déjà plus d'1 million. Bientôt, 10% des Français skient. Dans la seule vallée de la Tarentaise, les promoteurs construisent 400 000 lits. Skier devient le nouveau must de la classe moyenne, qui économise toute l'année pour s'offrir une semaine de rêve dans les stations de sport d'hiver. Tignes avait la réputation d'être une vache à cash cow. Faisait 45% de bénéfices nets avant impôt sur le chiffre d'affaires, ce qui est considérable. Les promoteurs triomphent. Ils ont construit des paradis pour citadins dans les Alpes. Ils sont les alchimistes de la montagne. En 20 ans, ils ont transmué la neige, ce fléau des paysans, en or. Ils ont donné des couleurs bleues, verts, rouges et noires aux pentes les plus hostiles. Pour autant, les Français ne vont plus à la montagne. Ils vont à la neige. L'image ancienne des Alpes est effacée, presque niée. La montagne va rappeler durant l'hiver 1970 à tous les skieurs qu'elle reste un espace sauvage indompté. À ce moment-là, en février 70, on a eu, je crois que c'est du 2 au 14 février, pratiquement 9 mètres de neige. Il tombait presque 1 mètre de neige tous les jours. C'était monstrueux. On était enfouis sous la neige. Val d'Isère au lendemain de la tragédie. Dans le chalet de l'Union des clubs de plein air frappé par l'avalanche,
Monsieur Magnon, directeur technique de l'UCPA, évoque la terrible minute. Nous sommes ici au centre UCPA de Val d'Isère, dans la salle à manger nord. Il y avait 96 stagiaires dans cette salle à manger où le petit déjeuner venait de sonner. Et l'avalanche est arrivée avec une vitesse absolument terrifiante. Le souffle de l'avalanche a frappé la maison. Il y a eu une explosion qui a ébranlé tout le bâtiment. Il a fait nuit, et puis il y a eu un silence qui est retombé. Mais le tout n'a pas duré une minute. On n'a rien pu faire parce que la neige avait 3 mètres de hauteur, elle tenait tout le plafond. Et elle est arrivée à 200 à 300 km/h, on n'aurait jamais cru ça, quoi. On n'a pas eu le temps de dire ouf que tout le monde a été enseveli. J'ai été ensevelie avec mon couteau à la main. Jamais une avalanche n'avait fait autant de morts en France. 40 morts, 60 blessés. La chapelle ardente est dressée dans l'église de Bourg-Saint-Maurice. Le drame est national. On a vécu 3 ou 4 jours à partir de l'avalanche de Val d'Isère, vraiment dans une espèce d'état second où on avait la trouille et on ne comprenait pas ce qui nous était tombé sur la tête. C'était donc totalement urgent d'évacuer la station, parce qu'en plus, les vacances étaient finies, les gens voulaient partir. En 1 jour et demi, pratiquement, la station était vidée totalement. Jusque fin mars, le début des vacances de Pâques, plus un seul client à Tignes. Ça a été le vide total. Le drame de Val d'Isère ne décourage cependant pas les promoteurs qui poursuivent leur course au profit. Dans les années 70, ils dénichent dans les Alpes du Sud un véritable trésor oublié. Le petit village de Servières et sa magnifique vallée. Ils décident de détruire ce village, incendié pendant la Seconde Guerre mondiale, et de bâtir à la place la 15e station du plan Neige. C'est à ce moment-là que les promoteurs sont arrivés et qui voulaient acheter toute la vallée. Mais on avait tous la même idée, c'est de rester propriétaires de nos chalets et notre outil de travail. C'était surtout l'outil de travail qu'on défendait. Servières, c'est la station qui, dans les années 1970, va relancer le tourisme d'hiver dans les Hautes-Alpes. C'est un projet auquel nous tenons beaucoup, qui est décidé maintenant par le gouvernement et qui doit suivre son cours. Le projet porté par un député des Hautes-Alpes, au mépris des paysans, est pharaonique. Il entend rayer de la carte le village, expulser ses 106 habitants et bâtir à la place Super Servières, 15 000 lits et un aéroport. Il y a eu un émissaire de la Banque Lambert qui est resté à peu près 3 mois à Servières pour acquérir du terrain, quoi. Hein. Et le monsieur a fait toutes les maisons. Il a rendu visite à tous les exploitants agricoles. Il leur a dit, ben voilà, on vous achète votre terrain, vous signez un acte de vente, et puis vous serez payé. Il n'y en a pas un qui a accepté. Il est reparti en pleurant, hein, parce qu'il est reparti sans 1 mètre carré. Hein. Les habitants de Servières s'unissent contre les promoteurs. Ils défendent leur culture, leur travail. Les plus anciens du village vivent encore comme au début du siècle et se moquent bien du confort. Ils cultivent leur liberté. On vit avec nos bêtes comme on vivait dans le temps, quand on était jeune. Vous en avez combien là? Eh bien là, il y a 4 vaches, la mule, 2 chèvres et 7 moutons. Et vous vivez avec eux? Ah, on vit avec eux. Pourquoi? Bien parce qu'on a chaud. Et puis, je suis habitué comme ça. Et puis, c'est plus commode pour faire nos travaux, pour surveiller nos bêtes. Servières, ça aurait pu devenir une grande station? Peut-être, je sais pas. Mais on ne sait pas ce que ça aurait donné. Mais il y en a déjà tellement des stations, il y en a bien assez. Vous croyez pas? Ils payaient aux environs de 50 centimes de francs le mètre carré. S'ils avaient vendu leurs hectares, ça leur aurait fait une poignée de francs, quoi, chacun, quoi.
L'opposition des habitants au projet de Super Servières sera relayée par la presse nationale et durera plus de 3 ans. Ça a duré depuis quelques années, et puis après, Paul Dijoux, qui voulait exproprier toute la vallée, a provoqué une réunion à la préfecture, où il y avait le maire, ses adjoints, et le député et le préfet. Ils connaissaient notre désir. Nous, ce qu'on voulait, c'est continuer à travailler à Servières. Et le préfet a répondu, « Je suis ni curé, ni évêque. Ils sont chez eux. Ils font ce qu'ils veulent. » Ça s'est terminé comme ça. Pour eux, c'était une opération financière. Hein. Je foutais pas mal des derniers bisons d'Europe. Hein. Les terrains qui sont restés, les agriculteurs qui sont sur ces terrains à l'heure actuelle, ben, ma foi, en vivent. Les anciens montagnards n'ont pas oublié le choc culturel subi dans les années 70. Quand ils furent expulsés de leurs alpages et confrontés à l'arrivée des citadins. Leurs enfants grandiront dans une modernité que leurs parents ignoraient totalement. Et les stations de sport d'hiver vont devenir leur Eldorado. Ça a été dur pour la génération d'avant, qui ont laissé tout et qui n'en ont même pas profité. On avait un alpage qui était à la station, où il y a les arcs 1800 maintenant. C'était tous des montagnettes privées, donc qui ont été expropriées avec les chalets, tout a été pris. Donc c'est sûr qu'à l'époque, c'était beaucoup de choses. Et puis après, avec le temps, c'est vrai que ça a créé du travail. Et c'est sûr que maintenant, s'il n'y avait pas eu les stations, il y aurait peut-être eu autre chose, peut-être des usines, on ne sait pas ce qu'il y aurait eu. Ou sinon, il n'y aurait peut-être pas les villages, où il y aurait peut-être plus que des masures, il y aurait peut-être, on ne sait pas comment ça aurait pu tourner, quoi, voilà. Ça, il faut reconnaître que c'est merci aux stations. J'ai construit ma ferme, j'avais 26 ans, donc j'étais jeune quand même. Il y avait 10 ans que je travaillais déjà à la station l'hiver. Et c'est pour ça que j'ai décidé de construire une ferme, pas une ferme très très grande, pour garder mon double emploi. L'hiver à la station, tout en m'occupant du bétail le matin et le soir. Et puis l'été, l'alpage. J'ai fait l'alpage depuis gamin, et puis après, j'ai pris la succession de mes parents. Et la station, je suis rentré, j'avais 16 ans. Ça s'est passé, l'embauche a été faite vraiment facilement. Mais j'ai toujours été aux remontées mécaniques. Le matin, je commence à 4h, 4h30. Je vais à la ferme, je fais mon travail de la ferme. Et puis après, je reviens, je me change, je me mets en tenue, j'enlève ma tenue de la ferme et je me mets en tenue pour les touristes. Mais c'est sûr qu'on découvrait tout, hein. On découvrait les grands restaurants, on découvrait beaucoup de choses, les magasins. En plus, c'est pour ça que j'ai préféré construire une ferme pas trop grosse pour pouvoir avoir la relation avec les gens. Les citadins, eux, sont conquis. Ils vivent à la montagne comme à la ville. Les vacanciers adorent ces studios à la pointe de la modernité, dessinés par de grands architectes. Ils ne viennent que pour la glisse et ses plaisirs. Les montagnards qui sont nés sur des planches vont leur transmettre le goût du ski. On va vous apprendre une autre façon de monter qui s'appelle la montée en canard. On se met sur le quart intérieur, on balance le corps d'un ski sur l'autre, en se dandinant en quelque sorte. Vous allez vous laisser glisser jusque là-bas. Là-bas, ça s'arrête tout seul, il n'y a pas de souci, hein. Les moniteurs de ski, maçons, paysans ou menuisiers l'été, deviennent l'hiver les super-héros des pistes.
Des génies de la godille, vêtus de rouge, qui enchantent ou traumatisent des générations entières de skieurs. Enfin, moi, je fais partie de la famille des pulls rouges. On est 14 000 en France et j'ai toujours fait partie des pulls rouges. À partir du 15 décembre, c'est l'habit de lumière rouge pour moi. Et on monte en station et c'est tous les jours les vacances, en fait. Dans les années 75, on était les dieux, quelque part. Hein, on était les dieux, on travaillait bien, on gagnait bien notre vie. Et puis les gens étaient contents, ils buvaient un peu ce qu'on disait. C'était assez... On peut même dire des bêtises à l'époque, ça marchait, ça marchait tout le temps. Et pendant une bonne dizaine d'années, ça a été l'âge d'or. Et les touristes, à l'époque, ils étaient avides de découvrir le ski. Alors, on avait inventé des méthodes qui ne plaisaient pas toujours à l'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix, qui s'appelait la méthode évolutive. On avait des petits skis, des skis d'1 mètre, des skis d'1 mètre 35, 1 mètre 60, et ça allait très vite. C'est-à-dire, on commençait les cours le dimanche, et le vendredi, les gens partaient en ski parallèle sur les pistes vertes, voire bleues. À la fin des années 70, les sports d'hiver sont devenus un atout majeur de l'offre touristique française. Mais le temps est venu de freiner les promoteurs, au moment où se structure la pensée écologique qui pénètre la politique. Le coup d'arrêt porté au bétonnage de la montagne intervient de manière subite et stupéfait l'industrie de la neige. Il est donné en août 1977 par un grand amateur de ski, le président Valéry Giscard d'Estaing. À la faveur d'une visite officielle dans les Alpes, il survole les stations et se pose dans un lieu savamment choisi, le parc naturel des Écrins. À Valouise, il annonce la fin du soutien de l'État au développement des grandes stations. Les jeunes doivent pouvoir rester et doivent aussi pouvoir venir s'installer dans les communes de montagne. Enfin, il y a le tourisme. Un tourisme bénéficiant au maximum à la population locale. Un tourisme accessible au plus grand nombre. Un tourisme respectueux des sites et des paysages. L'objectif du gouvernement est de permettre un meilleur entretien et une meilleure protection de ce patrimoine naturel. C'est toute la montagne qu'il faut protéger pour lui permettre de mieux vivre. L'État tourne la page du plan neige et décide enfin d'aider les derniers paysans des montagnes pour les convaincre de rester vivre dans les vallées sauvages. La politique agricole commune européenne subventionne dès lors les exploitations installées en altitude. Grâce aux aides, les conditions de vie des montagnards des alpages s'améliorent. La valeur de leur lait, celle de leur fromage et de leur savoir-faire traditionnel sont reconnues. Le prix de la tome de brebis s'envole. Dans ce milieu naturel sauvegardé, apparaît dans les années 80 une nouvelle génération d'alpinistes, héritiers à leur tour des grands conquérants de l'inutile. Les nouveaux alpinistes comme Christophe Profit repoussent les limites et écrivent sur les parois des Alpes l'histoire vivante de leur discipline. Ils inventent l'escalade en solo sans assurance, pulvérisent les temps d'ascension des grands sommets alpins. L'alpinisme évolue, chaque génération évolue. Les alpinistes ont besoin de réinventer le jeu, parce que chaque génération a envie de s'exprimer, de dire, bah voilà, nous, on fait comme ça aujourd'hui. Catherine Destivelle est l'une des meilleures grimpeuses mondiales issues de cette nouvelle génération d'alpinistes. En 1991, elle ouvre en solo sa propre voie dans la face ouest des Drus. 11 jours d'efforts suspendus au rocher, au-dessus de la vallée de Chamonix. La montagne, c'est un univers où on est complètement libre, on est responsable de soi-même. C'est rare, hein, des univers comme ça. Personne ne va nous dire « tu dois faire comme ça ou comme ça ». On est libre, on fait ce qu'on veut, mais au départ, on respecte d'abord sa vie. C'est ça qui nous amuse, je pense. Et donc, voilà, la montagne qu'on aime, on a envie de la montrer de la belle façon,
On a envie que tout le monde ait vécu ça. Moi, c'est ce qui me plaît. Les Alpes, en un siècle, ont vécu d'incroyables bouleversements. Pour les conquérir, nous avons tracé des routes, construit des immeubles, percé des tunnels, et nous avons sorti la montagne de l'oubli. Mais à quel prix? Nous l'avons fait au nom du progrès, mais dans l'ignorance des grands enjeux climatiques. Nos montagnes que l'on pensait immuables sont désormais menacées par le réchauffement de la planète. À Chamonix, la mer de glace, le plus long glacier de France, s'enfonce dans son lit. Des pans entiers d'autres grands glaciers disparaissent chaque année. Avant, il y avait une langue blanche qui descendait au Bosson, très bas. C'est beau. Là, elle se réduit, puis ça fait un peu peur. Enfin, peur, oui, ça fait peur. Tu te dis, oh là là, mais on va où, là? Pourquoi ça fond comme ça? C'est triste. Mais c'est vrai que la mer de glace, elle ressemble à rien aussi. Elle est toute noire, elle est tellement basse, et avec plein de cailloux dessus. Il y a encore de la glace, mais c'est pas beaucoup, hein. C'est une souffrance que de voir fondre des éléments glaciaires, c'est une souffrance que de voir ce changement radical des paysages. Et c'est un cri finalement de l'espace naturel dans notre direction. Donc est-ce qu'on sait l'entendre ? La montagne change, la terre change à toute allure, et la montagne encore plus vite. Et c'est un symbole. Et donc ce qu'on essaye d'expliquer, c'est, attention, ça va tellement plus vite que ce que vous croyez. Et l'impact, c'est pas simplement de se dire qu'il va faire 2 degrés de plus ou 3 degrés de plus. C'est un impact qui va changer complètement nos modes de vie. Comment est-ce que finalement cette communauté montagnarde, elle va devoir s'adapter sur ses activités, sur sa relation là aussi avec son environnement. Hein, on évoque les évolutions sur l'agriculture, sur les remontées mécaniques, sur l'ensemble des pratiques qui sont parfois séculaires ou en tout cas qui remontent pour les remontées mécaniques à plusieurs dizaines d'années. On n'est plus non plus dans les Alpes, à mon avis, sur une mono-activité autour du ski. Il faut absolument que la diversification soit poursuivie, en ayant le courage de dire « oui, ça va plus être comme avant ». En altitude, les températures ont déjà augmenté de 2 degrés de plus qu'en plaine. La fonte des glaciers menace à terme l'irrigation des vallées fertiles et l'alimentation des grands fleuves. Les hivers enneigés vont se raréfier. La neige artificielle pâlit déjà sa rareté. En développant dans les années 60 l'industrie de l'or blanc, avons-nous créé pour les Alpes un futur durable? Plus rapidement encore que le reste de la planète, les montagnes avancent vers l'inconnu.